Bonsoir, voici les titres de ce mercredi 19 janvier. Droite et gauche se renvoient la responsabilité de l'annulation du Congrès qui devait modifier la Constitution et réformer le Conseil supérieur de la magistrature, à y perdre son latin puisque c'était une réforme du président Chirac. Le pétrolier maltais Santana 3, dont nous révélions hier le mauvais état, est dans la rade de Brest, fait l'objet de contrôles stricts et à l'interdiction de quitter le port. Comme chaque année, la Cour des comptes souligne en rouge le gaspillage des deniers publics depuis la construction des métros parisiens jusqu'à l'absence d'un système efficace de prévention des inondations. Notre envoyé spécial au Chili, Dominique Derda, vient de rencontrer le juge Guzman qui instruit les plaintes des victimes de la dictature de Pinochet dans l'attente du retour de celui-ci pour la fin de la semaine au Chili. Vive la débauche, celle racontée et dessinée par Daniel Pénac et Jacques Tardy dans un nouvel album qui vient de paraître. Privé de Versailles, c'est-à-dire privé du déplacement pour un congrès qui devait avaliser la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, mais aussi un texte concernant la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, privé donc de cette réunion indispensable à la modification de la Constitution, les sénateurs et députés de droite et de gauche se sont renvoyés la responsabilité de la chose. Ce matin, comme nous l'avions annoncé dès hier soir dans cette édition de 20 h, le président de la République abrogeait le décret prévoyant le fameux congrès. Retour sur 24 heures à l'Élysée et à Matignon avec le récit de Jeff Wittenberg, Yann Gickel et Didier Ranqueux. Jusqu'au bout, Jacques Chirac semble avoir cru qu'il serait possible de réunir le congrès de Versailles. Jusqu'au bout, en tout cas, il a essayé d'y parvenir. L'Élysée est encore sur cette ligne, hier après-midi étant une dernière initiative. Maurice Ulrich, l'un des conseillers les plus proches du président, se rend au Sénat, dont il est lui-même membre. Sa tâche, convaincre les sénateurs RPR d'accepter finalement la réforme de la justice. Échec, sur 92 élus, une dizaine seulement se disent prêts à voter le texte. C'est l'impasse. 19h42, l'Élysée fait connaître sa décision et propose un report du Congrès. Personne, semble-t-il, n'a été averti. Le RPA lui-même n'était pas dans la confidence. On y apprend la nouvelle en plein bureau politique pour, bien entendu, s'en féliciter. C'est une grande sagesse, nous l'avions d'ailleurs nous-mêmes évoqué. Le président de la République a dit qu'il proposerait au Premier ministre et que son contre-seing était nécessaire. Lionel Jospin, justement, n'a pas été averti lui non plus. Sitôt connu le choix de Jacques Chirac, il s'enferme avec son directeur de cabinet, Olivier Schramek, et plusieurs responsables socialistes, dont Laurent Fabius et François Hollande. À 22 h, Matignon accepte officiellement le report du Congrès, mais contre-attaque aussitôt. Les blocages, écrit Lionel Jospin, résultent du revirement politique qu'a opéré l'opposition. Je le regrette. Ce matin, le traditionnel tête-à-tête Chirac-Jospin qui précède le Conseil des ministres entérine définitivement la décision. Dans la cour de l'Élysée, le Premier ministre ne fera pas de commentaires, mais de retour à Matignon, il relance le débat. L'affaire n'en restera pas là. Notre but, c'est de réformer la justice, comme le souhaitent les Français, donc on va continuer à le rechercher. Dans cette législature, Monsieur le Premier ministre ? Cet après-midi, la polémique s'est déplacée vers d'autres lieux. Et oui, à partir de 15 h, c'était à l'Assemblée nationale où le ton est monté. Les traditionnelles questions d'actualité des députés au gouvernement ont permis des échanges fermes et parfois ironiques de part et d'autre. Le Premier ministre ne se privant pas de rappeler que le texte de la réforme constitutionnelle avait été rédigé la plume à la main ensemble avec le président de la République. À droite, Jean-Louis Debré a évoqué la thèse trotskiste de M. Jospin. Compte rendu d'une après-midi polémique avec Jean-Baptiste Prédaly, Julien Triat et André Issora. C'est comme une partie de ping-pong avec un enjeu: qui de la droite ou de la gauche va porter la responsabilité politique de l'échec du Congrès? Commencé dans les couloirs, la partie se poursuit dans l'hémicycle. Lionel Jospin y attaque la droite en commentant la décision de Jacques Chirac. Cette décision que par votre attitude, mesdames et messieurs de l'opposition, vous avez imposée au président de la République a faussé une démarche qui avait été définie de concert et, je crois, de bonne foi de part et d'autre. C'est le premier coup. Pour les autres, la cible reste l'opposition, son attitude ces derniers temps, ses arguments. Vous dites que nous n'aurions pas répondu aux demandes du président de la République. Le texte de réforme constitutionnelle a été rédigé ensemble, la plume à la main, le garde des Sceaux, le Premier ministre que je suis et le président de la République dans son bureau. Enfin, pour bien enfoncer le clou sur les responsabilités, Lionel Jospin attaque une dernière fois. Décidément, mesdames et messieurs les députés,
quand il s'agit de réformer les institutions, de rénover notre vie publique, de faire bouger la société, on voit bien qui freine et qui avance. Eh bien, nous avancerons. La gauche fait une ovation, plus tard la droite réagit dans les couloirs. Et aujourd'hui, il n'était pas trop question de nuances pour juger l'intervention de Lionel Jospin. Son attitude et sa thèse est une thèse trotskiste qui consiste à dire vous êtes convoqué, vous n'avez pas à exprimer un point de vue, vous devez approuver. Ce n'est pas acceptable parce que ce n'est pas l'esprit des institutions. Plus mesuré sur la forme, l'UDF justifie encore la décision de Jacques Chirac. C'est une décision de sagesse et de raison face à l'impréparation et à l'improvisation du gouvernement. À ce jeu du c'est pas nous, c'est eux, tous ont déployé une belle énergie. C'est vrai pour la droite et pour la gauche. Il y a des moments où l'opposition préfère gagner une victoire facile. C'est dommage, elle la gagne contre le président de la République. C'est les seuls d'ailleurs qu'elle peut gagner. Bref, des pointes, des pics, des attaques, mais pour une réforme globale de la justice, on ne sait toujours pas si elle est reportée ou enterrée. Les principaux concernés, à savoir les magistrats, ont trouvé catastrophique le report du Congrès et du texte modifiant le Conseil supérieur de la magistrature. Hormis l'association professionnelle des magistrats, marquée à droite, qui s'est réjouie de ce report, les deux principaux syndicats ne cachent pas désormais leurs inquiétudes. Inquiétudes recueillies par Thierry Curtet et Thierry Breton. La politique de la chaise vide. Depuis 15 jours, les magistrats manifestaient ainsi leur mécontentement lors des rentrées solennelles. Dans la plupart des tribunaux de France, ils protestaient contre l'un des volets de la réforme. Un texte qui prévoit d'augmenter leurs responsabilités, un citoyen pouvant saisir une commission contre un magistrat. Dans l'équilibre de cette réforme, c'était une façon de contrebalancer la plus grande indépendance que prévoyait de leur accorder la réforme du CSM. L'ajournement du vote les inquiète encore plus. Nous craignons que des réformes qui auraient pour effet une reprise en main des magistrats soient votées sans que ne soit votée la réforme constitutionnelle qui améliorerait l'indépendance de la magistrature. Au syndicat de la magistrature, plus à gauche, on prend moins de gants. Ici, l'ajournement du vote fait craindre un véritable marchandage. Pour que le texte passe, dit-on en substance, le gouvernement devra concéder à la droite un encadrement encore plus strict du pouvoir des magistrats. Ce projet risque d'être retaillé très sérieusement, pas du tout dans le sens de l'indépendance. Et enfin, le texte sur la responsabilité des magistrats. Il est clair qu'un certain nombre de politiques aujourd'hui veulent se payer des magistrats. Et ce qu'ils souhaitent plus précisément, c'est pouvoir mettre en cause les magistrats devant le CSM lorsque leurs décisions juridictionnelles ne leur conviennent pas. Pour ces deux syndicats majoritaires, le report du vote est donc un scénario catastrophe où il n'y a qu'un véritable perdant, la justice. Et s'il faut refaire l'histoire de cette réforme de la justice, on dira qu'au début tout le monde en voulait et que petit à petit les bons vieux clivages politiques sont réapparus, un peu comme une comédie dramatique en 5 actes ouverte il y a plus de 3 ans par le président de la République. Rappel de ces 3 années avec Philippe Boissry. Tout avait si bien commencé. Le 12 décembre 1996, lors d'une émission télévisée, Jacques Chirac lance sa réforme de la justice. 2 semaines plus tard, à l'occasion des vœux, il en fait même un de ses objectifs prioritaires. Le temps est venu de se fixer une grande ambition pour notre justice. Refonder les principes sur lesquels elle repose, moderniser ses moyens et les adapter à notre temps. Je veux mener à bien cette grande réforme pendant ce septennat. Mais voilà, la cohabitation va venir compliquer ce grand dessein sans le remettre en cause. Car Lionel Jospin et Élisabeth Guigou s'en font les héritiers. Et le 3 juin 1998, le texte sur la réforme du CSM est confortablement adopté à l'Assemblée. 407 voix pour, dont bon nombre de RPR et d'UDF, et seulement 47 contre. La droite est divisée. Le malaise va se poursuivre au Sénat. Mais bon gré mal gré, la réforme est définitivement adoptée en octobre 1998. Paradoxalement, les nuages vont s'amonceler sur le projet, car le texte sur le CSM n'est qu'une partie de la réforme de la justice. D'autres lois sont en discussion. La droite multiplie les conditions, le garde des Sceaux hausse le ton. Alors, messieurs de l'opposition, je me tourne vers vous. Oserez-vous vous opposer plus longtemps à une réforme voulue par le président de la République et par le gouvernement ? La convocation du Congrès en novembre dernier fait encore monter la pression.
Les refus se multiplient, à commencer par celui de Michèle Alliot-Marie, la nouvelle présidente du RPR. Face au danger, Elisabeth Guigou accélère la rédaction des autres textes. Du côté de l'exécutif, on tente une dernière mobilisation et on se prépare à l'échec. Je souhaite que le dialogue engagé par le gouvernement avec les parlementaires, qui seront appelés à se prononcer en conscience le 24 janvier, se poursuive et s'intensifie. Les Français verront, parmi leurs représentants, ceux qui restent fidèles à leur vote, ceux qui sont cohérents avec eux-mêmes et ceux qui ne le sont pas. Hier, le rideau est donc tombé avec fracas sur la réforme du CSM, sans que l'on sache si les auteurs écriront une suite. Alors justement, Gérard Leclerc, quelle est la suite de cette histoire très populaire au fond? Écoutez, on peut dire qu'à entendre les uns et les autres, tous sont pour la réforme, mais que pratiquement plus personne n'y croit. Alors ainsi, le gouvernement se donne le temps de la réflexion pour examiner comment sauver ce qui peut l'être. La présomption d'innocence sera bien débattue comme prévu au début février. À l'Assemblée, en revanche, le sort des autres textes sur les relations parquet-magistrat ou sur le statut des magistrats, lui, semble beaucoup plus compromis, ne serait-ce que parce que l'équilibre global du texte est rompu entre l'indépendance et la responsabilité des juges. Alors le gouvernement va maintenant s'efforcer de prouver qu'il continue à moderniser la société face à une opposition qui serait conservatrice. Dans les tout prochains jours, le Parlement va ainsi se pencher coup sur coup sur la parité, le cumul de mandats et le mode de scrutin pour les élections sénatoriales. Alors mais quelle peut être maintenant l'attitude du président de la République sur cette réforme? Écoutez, il a deux soucis. Le premier, c'est de redire sa volonté que la réforme aboutisse après la décision de report qu'il aurait prise justement pour éviter qu'elle ne soit enterrée. Et puis son deuxième souci, ça va être de reprendre l'initiative face au gouvernement et démentir ainsi toutes les rumeurs sur un président qui serait amoindri et la demande dès aujourd'hui d'une loi de finances rectificative sur le financement des 35 heures s'inscrit dans cette logique. Alors l'opposition, d'une certaine manière, a réussi son coup, elle a obtenu le report, mais maintenant, la suite? Mais écoutez, on entend deux sons de cloche. Certains ont entendu des élus à l'UDF ou RPR, comme Christian Poncelet, Patrick Devedjian, souhaiter qu'une attitude plus consensuelle du gouvernement permette de sauver la réforme et de reconvoquer le Congrès avant même la fin de l'année. Ce n'est pas, il faut le dire, le sentiment de la plupart des autres, de beaucoup d'autres qui se félicitent, comme Patrick Collier, du premier succès de la stratégie d'opposition frontale au gouvernement de Michèle Alliot-Marie, une opposition donc qui a fait un choix de rupture et qui ne reviendra sans doute pas en arrière, surtout à l'approche des élections législatives et présidentielles qui annoncent une cohabitation de plus en plus dure. Merci Gérard. À noter que dans le prochain numéro du magazine Valeurs Actuelles, un sondage Louis Harris rapporte que pour 46% des personnes interrogées, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature devait être votée, 38% se seraient abstenus et 8% auraient voté contre. Et puis le président Chirac a d'autre part cet après-midi promulgué la loi sur les 35 heures tout en appelant le gouvernement à soumettre au Parlement une loi rectificative pour restaurer le déséquilibre financier qui en résulte pour la sécurité sociale. C'est ce que dit le communiqué de l'Élysée. Nous vous révélions hier soir l'existence d'un cargo maltais baptisé Santana 3 dont l'état dégradé rappelait furieusement celui de l'Erika qui a fait naufrage le 12 décembre dernier au large du Sud Finistère. Le Santana 3, après avoir quitté nuitamment le port de Bordeaux, est arrivé en rade de Brest où les autorités maritimes n'ont pas lésiné depuis ce matin pour les contrôles et lui ont interdit de quitter le port. Commentaire Joël Bruyandet avec Jacques Deveau et Olivier Théron. Ce devait être une escale sans histoire pour le Santana 3. Mais les affaires maritimes en ont décidé autrement. Ce navire-citerne maltais est arrivé ce matin en rade de Brest pour faire le plein de carburant, mais le bateau n'a pas eu accès au port et a dû subir une inspection méthodique. L'opération a révélé des déficiences, notamment au niveau des installations machines et plusieurs manquements au niveau des règles de sécurité. Tout le monde est au courant de l'état du bateau. Eh bien, faisons-le réparer et donnons le signal que nous ne passerons plus dans la rade au large de Brest, dans le rail d'Ouessant, des bateaux qui sont dans l'incapacité de naviguer. Hier à Bordeaux, nous sommes montés à bord du Santana 3 pour constater avec l'équipage que le navire est pour le moins fatigué, comme en témoigne notamment la corrosion dans la salle des machines. Le bateau accuse ses 27 ans. Pourtant, il vient récemment d'être autorisé à naviguer encore 5 ans. Coïncidence ou pas, le Santana dépend de la société italienne Rina, la même que l'Erika. Nous avons rencontré cet après-midi un des responsables de ce bureau de classification qui, semble-t-il, n'est pas au courant de l'inspection du Santana. Jusqu'à maintenant, nous n'avons reçu aucune information, officielle ou non, sur l'inspection de ce navire et sur d'éventuelles déficiences techniques.
technical deficiencies. Ce soir, le Santana n'a pas été autorisé à quitter le port de Brest. Les affaires maritimes attendent certains documents concernant la classification du navire. Si tout est en règle, le Santana pourra repartir pour l'Angleterre, où il doit effectuer, nous dit-on, quelques petites réparations. En guise de vœux de début d'année, les magistrats de la Cour des comptes reviennent chaque mois de janvier avec un rapport où ils ont pointé les gaspillages en tout genre des deniers publics ou les manquements aux règles de la concurrence ou bien encore les désinvoltures avec lesquelles sont pratiquées les règles des marchés publics. À noter que pour la première fois, la Cour des comptes publie les traitements de son propre personnel. Voici avec Jacques Cardoz un premier résumé des dérapages constatés. Voilà un rapport qui épingle pour la deuxième fois en 3 ans la gestion des programmes d'armement par le ministère de la Défense. Pour la Cour des comptes, il y a un mieux mais des progrès restent à accomplir. Exemple, l'hélicoptère NH-90. Sans les États-Unis et le Canada initialement associés, 4 pays européens devront régler seuls une facture plus importante que prévu. Le prix unitaire annoncé à 70 millions de francs en 88 pourrait atteindre 129 millions de francs pour la version terre et 184 pour la version marine. Et encore, cet appareil ne pourra être commercialisé qu'en 2022, moins de 15 ans avant la date de péremption. Autre dossier, le relogement d'urgence des familles mal logées. Une affaire qui remonte à 1991. 472 familles maliennes entendent souligner l'incapacité des organismes chargés du logement social. Effectivement, la Cour de compte est plutôt sévère. Elle estime à plus de 200 millions de francs le coût au 31 décembre 1997, soit 580 000 francs par famille. L'hébergement provisoire coûte 96 millions de francs, il représente le triple du relogement définitif. Autrement dit, l'hôtel a coûté plus cher qu'un appartement. La faute à l'État qui a laissé le secteur associatif seul aux commandes, ajoute la Cour des comptes. Enfin, les programmes de lutte contre le chômage sont eux aussi en accusation, en particulier le contrat initiative emploi lancé en 1995. Ces objectifs n'ont pas été atteints. Les contrats initiative emploi ont créé peu d'emplois supplémentaires. Un quart de ce qui avait été annoncé pour les RMistes comme pour les jeunes. Les ministères concernés expliquent aujourd'hui que l'objectif était d'abord l'insertion et non pas la création d'emplois. Nous avons choisi de développer 2 exemples dans ce rapport de la Cour des comptes. Le premier, c'est la construction des réseaux de transport souterrain EOL et Météor à Paris, exploités respectivement par la SNCF et la RATP. Les magistrats de la Cour des comptes parlent d'une réalisation sur des bases sommaires et des prévisions erronées. Explication avec Fanny Auvergne et Jean-François Chevet. EOL, la ligne RER de la SNCF, fort coûteux. Météor, le nouveau métro de la RATP, une prévision erronée. En 1989, ce devait être pourtant les 2 grands projets de transport public indispensables pour désengorger Paris. 10 ans plus tard, selon la Cour des comptes, on aurait dû choisir l'un ou l'autre de ces grands travaux. Des grands travaux, dit-elle, réalisés sur des bases sommaires. À la SNCF, on invoque un manque de temps. Et puis il y a eu aussi quand même un certain nombre de mauvaises surprises dans le creusement du tunnel entre la gare de l'Est et le secteur de l'Opéra. Des mauvaises surprises, les riverains du chantier s'en souviennent encore. EOL était devenu synonyme de cauchemar à épisode. Un immeuble s'est même écroulé pendant les travaux qui ont dû s'arrêter pendant 6 mois. Bilan, la durée du chantier prévue pour 5 ans a été d'environ 7 ans. Enfin, depuis l'ouverture des 2 lignes, le trafic est moins important que prévu. Au total, à cause de ces dérives, l'État a dépensé non pas 5 milliards de francs comme prévu, mais 4 fois plus. Et les travaux ne sont toujours pas terminés. Deuxième exemple que nous avons pris dans ce rapport de la Cour des comptes, le chapitre consacré à l'incapacité de l'État à gérer certaines crises et à faire des provisions financières adéquates pour les prévenir. Et la coïncidence n'est pas mince en ce moment, puisque cet exemple évoque la prévention des inondations peu après les récentes tempêtes. Enquête Valérie Fourniou. Nîmes, 1988. 10 millions de mètres cubes d'eau s'abattent sur la ville en 3 heures. L'État mettra 5 ans avant d'établir un plan de prévention des risques. Une prévention jugée même insuffisante dans le rapport de la Cour des comptes qui dénonce la lenteur des travaux, notamment ceux des bassins de rétention d'eau comme celui-ci. Seuls 11 ont été réalisés alors qu'il en faudrait 40 pour protéger la ville. On ne peut pas exproprier, ce qui est sûr c'est... c'est la manière que nous avons aussi très démocratique d'aller vers les gens pour leur expliquer comment les choses se passent, font que ça prendra un peu plus de temps. Du temps et de l'argent. Seuls 24 bassins seront construits en 2006. Pour les 16 autres, il n'y a aucun budget.
À l'exemple de Nîmes, c'est tout un dispositif général de prévention des risques d'inondation que la Cour des comptes estime inefficace, voire alarmant. Surtout quand il s'agit des 37 villes les plus importantes de France. Seuls 15 plans de prévention existent. 9 sont en cours d'élaboration et 13 n'ont pas été prévus pour de grandes villes fluviales comme Rouen, Orléans, Bordeaux, Lyon ou Toulouse. La Cour estime qu'au rythme actuel, le territoire français sera couvert par de tels documents uniquement dans 20 ans. Si l'on continue sur la base actuelle, on peut craindre que des inondations comme celle qu'on a connue à l'automne dernier se renouvellent. Donc il y a, je crois, une certaine urgence. Leurs conclusions sont même très inquiétantes pour Paris. Une crue de la Seine comparable à celle de 1910 pourrait toucher plus de 500 000 Parisiens, 200 000 seraient sans abri. Le ministère de l'Environnement relativise tous ces risques massifs dus aux inondations, affirme la Cour des comptes. Une cour dont le rapport ne semble pas être encore arrivé entre les mains du ministre. Je n'étais pas au courant, je n'ai pas eu de rapport. Toujours selon cette enquête, plus de 2 millions de Français seraient menacés par les inondations alors que la prévention est obsolète et inadaptée. Publication dans le magazine Le Nouvel Observateur de témoignages qui viennent accréditer les révélations du docteur Véronique Vasseur, médecin-chef de la prison de la Santé, sur la condition pénitentiaire. 27 personnes qui ont toutes connu la prison dénoncent un monde où règne la loi du plus fort et les privilèges de l'argent. Parmi ces témoins, il y a Pierre Botton, Loïc Le Floch-Prigent, Christine de Vigeoncourt, le préfet Bernard Bonnet ou encore José Bové. Un nouvel élément dans l'enquête des policiers français sur le passé criminel présumé d'Ahmed Rezala. Celui-ci est toujours en détention à Lisbonne, au Portugal, mais il serait également soupçonné du meurtre d'une jeune femme de 32 ans, meurtre commis en août 1999 à Nîmes. Un programme politique contre l'effet de serre. Une centaine de mesures sont envisagées par le gouvernement, depuis une écotaxe sur les rejets de carbone jusqu'à la limitation de vitesse des véhicules. C'est tout un plan national qui pourrait permettre à la France de ramener d'ici à 10 ans ses émissions de gaz au niveau de celles enregistrées en 1990. Éric Mézy résume ces mesures qui ont été présentées cet après-midi. La France est le premier des pays industrialisés à avoir adopté un plan de lutte contre l'effet de serre. Un programme conçu non sans difficulté puisqu'il touche aux intérêts de lobbies industriels puissants. Au premier rang des secteurs concernés, les transports, routiers notamment, qui devront réduire leur rejet de gaz de 4 millions de tonnes d'ici 10 ans. Réduction également pour l'industrie lourde et le bâtiment. Même s'il a dû tenir compte des différents enjeux économiques, le gouvernement a cependant réaffirmé le principe d'une taxe sur l'énergie. Pour certaines industries gourmandes en pétrole ou électricité, cette écotaxe coûtera de 150 à 500 francs par tonne de gaz émis au-dessus du seuil autorisé. L'automobiliste de base n'est pas oublié puisque d'ici 2005, le prix du gazole aura rejoint celui de l'essence. Une grande part de ce programme reprend des mesures déjà existantes. Le ferroutage, par exemple, sous-employé, sera encouragé. Les émissions de gaz carbonique des voitures devront encore diminuer. Enfin, plus novateur, des baisses de TVA inciteront les Français à utiliser davantage de bois comme moyen de chauffage ou de construction. Quant aux bâtiments, les normes d'isolation thermique seront renforcées. Alors les normes d'isolation thermique, le ferroutage, le chauffage à la biomasse, tout ça c'est très bien, l'écotaxe aussi, mais la ministre de l'Environnement Dominique Voynet n'est elle-même pas rassurée. Elle estime que le programme est insuffisant pour remplir les engagements internationaux et qu'il faudra année après année muscler notre appareillage de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre. Les engagements internationaux, ce sont ceux pris à Kyoto, au Japon, en 1997, mais le texte de Kyoto est loin d'être compris et appliqué de la même manière dans le monde par les 84 pays qui l'ont signé. Explication Anne Poncinet. Dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote, ces gaz libérés par l'homme dans l'atmosphère contribuent à réchauffer la Terre, toute la Terre. C'est donc la planète dans son ensemble qui doit réagir. Fin 97, 40 pays industrialisés ont décidé de faire l'effort de réduire globalement ces émissions de 5,2%. Reste à répartir l'effort. L'Europe s'engage à réduire de 8%, les États-Unis de 7% et le Japon de 6%. Et de même, au sein de ce qu'on appelle la bulle européenne, chacun a son objectif. La France peut se contenter de rester stable, 0% d'augmentation, mais sans brider la croissance économique. Dans le même temps, l'Allemagne s'engage à réduire de 21%. Il faut dire qu'elle a beaucoup à faire avec les anciennes centrales à charbon est-allemandes. L'Allemagne a beaucoup de charbon, elle peut passer au gaz, donc c'est plus facile
que pour nous. Donc elle a un objectif qui paraît plus ambitieux. Mais pour chacun, c'est à peu près le même effort parce qu'il y a des secteurs où il faut agir, comme celui des transports par exemple. Et comme c'est difficile, les pays seront tentés d'aller réaliser ces objectifs de réduction ailleurs que sur leur territoire. Comment? Par exemple en investissant dans une usine très polluante d'un ex-pays de l'Est. La modernisation de l'usine, donc la réduction d'émissions, serait portée au crédit du pays payeur. Les Américains sont très favorables à ce type de solution, parce que ça leur permet de ne pas trop changer leur mode de vie. Mais l'Europe estime qu'un maximum d'efforts devrait être réalisés par chaque pays, chez lui. Depuis lundi, des militants de Greenpeace campaient devant l'entrée du terminal maritime de la Kojima à Cherbourg. Ils voulaient empêcher l'arrivée d'un cargo transportant des combustibles nucléaires usés australiens destinés à l'usine de retraitement de La Hague dans la Manche. Les forces de police les ont délogés et le cargo est arrivé hier après-midi. Cette cargaison fait partie d'un contrat signé par la Kojima prévoyant le retraitement d'ici 2015 de 1300 éléments de combustible usés. Le gouvernement britannique n'a pas encore pris sa décision sur la libération éventuelle du général chilien Augusto Pinochet. Un avion venu de Santiago du Chili, le voici, et qui a à son bord du matériel médical, doit dans les prochaines heures arriver à Londres. Mais la donne politique chilienne a changé depuis dimanche avec l'élection du socialiste Ricardo Lagos à la présidence. Une cinquantaine de plaintes ont été déposées par des civils chiliens depuis plusieurs mois contre l'ancien dictateur. Un juge, Juan Guzmán Tapia, instruit ces plaintes. Pour France 2, Dominique Derda et Édouard Perrin, nos envoyés spéciaux, ont pu le rencontrer dans la capitale chilienne. C'est en homme libre qu'Augusto Pinochet rentrera à Santiago. Mais au palais de justice, un homme attend avec impatience le retour de l'ancien dictateur. Il a des questions à lui poser. Beaucoup de questions. Cela fait plus de 2 ans que le juge Guzmán Tapia instruit le dossier Pinochet sans jamais avoir pu l'interroger. Est-ce que le général Pinochet peut refuser de répondre à vos questions? Oui, évidemment, il pourrait, mais ça ne serait pas dans son avantage, en tout cas. Au total, 56 plaintes ont été déposées contre le commandant en chef de la junte militaire. Meurtre, enlèvement, exécution sommaire. Ce sont des milliers de pages de dossiers qui vont constituer l'acte d'accusation que Juan Guzmán Tapia va présenter à la Cour suprême avant qu'elle ne décide de la lever ou non de l'immunité parlementaire du sénateur à vie. Ici, ils se sont commis beaucoup d'excès et naturellement, le devoir de la justice est de justement découvrir qui sont les responsables de tout ça et de donner satisfaction aux offensés et aux parents ou aux enfants ou aux veuves des offensés. À la section de recherche de la brigade criminelle, ils sont une demi-douzaine à travailler aux côtés du juge. L'enquête la plus difficile, la plus risquée, surtout que ces policiers aient jamais eu à mener. De leurs investigations en cours, ils ne diront rien, sauf peut-être qu'ils ont appris à se méfier même de leurs propres collègues. Car on n'arrête pas des officiers supérieurs, des tortionnaires, des exécuteurs des basses œuvres comme on appréhende à la sortie d'un métro de petits pickpockets. La plupart des suspects sont toujours en fonction. Sur le bureau de Carmen Hertz, la photo de son mari, Carlos Berger, égorgé en octobre 1973 sur ordre de Pinochet, lors d'une opération d'extermination de prisonniers politiques baptisée la caravane de la mort. Ils étaient 76. Les premiers corps n'ont été retrouvés que l'an dernier. L'avocate aurait certes préféré que le dictateur soit jugé à Madrid par un tribunal international. Mais désormais, elle ne craint plus de le voir revenir au Chili. Je ne sais pas à l'heure actuelle quel sera en définitive le sort de Pinochet. L'important par-dessus tout, c'est qu'aujourd'hui Pinochet est un cadavre politique. Il a été totalement détruit politiquement grâce à l'action des organisations des droits de l'homme et de la communauté internationale. Le juge Guzmán Tapia, lui, est pressé d'en finir. Depuis 2 ans, il vit 24 heures sur 24 sous protection rapprochée. Augusto Pinochet compte encore de nombreux fidèles. Certains d'entre eux pourraient bien être tentés de clore l'instruction à leur manière. Pour cela, ils ont tout le temps devant eux. Si l'immunité de Pinochet devait être levée au printemps, le magistrat estime que le procès durerait au moins 5 ans.
L'ancien président du Conseil italien, Bettino Craxi, est décédé aujourd'hui à l'âge de 65 ans. Bettino Craxi vivait en exil à Mamet, en Tunisie, et avait été condamné par la justice italienne pour corruption à un total de 27 années de prison. Embarras des autorités françaises face aux démarches opiniâtres d'une magistrate, Elisabeth Borrell, dont le mari, également magistrat, est décédé en octobre 1995 à Djibouti dans des conditions plus que suspectes. Un ancien officier djiboutien vient de révéler plusieurs faits qui contredisent la thèse officielle d'un suicide. Madame Borrell affirme que son mari a été assassiné parce qu'il connaissait des dossiers compromettant l'État djiboutien et l'actuel président de la République. Le témoignage de l'officier djiboutien est capital. Enquête Richard Binet et Christian Leroux. C'est un homme traqué qui craint pour sa vie que nous avons rencontré à Bruxelles. Cet ancien officier de l'armée djiboutienne accuse Omar Guelleh, l'actuel président de Djibouti, d'avoir commandité la mort d'un juge français disparu mystérieusement en 1995. Le 19 octobre 1995, l'actuel président Ismaël Omar Guelleh, qui était alors chef du cabinet du président Sengoulé d'Abtidan, recevait 5 personnes. Le premier d'entre eux s'adresse au chef du cabinet, Ismaël Omar Guelleh, et lui disant que le juge Funeur est tué et qu'il n'y a plus de traces. Le juge Funeur, c'est Bernard Borrell, conseiller technique auprès du ministre de la Justice au titre de la coopération. Quelques heures plus tôt, on a retrouvé son corps calciné au pied d'un applique désertique. Les autorités judiciaires de Djibouti concluent alors un suicide par le feu. Mais Saleh Aloumekani nous livre d'autres détails. Lors de la conversation dont il a été le témoin, il reconnaît Awaleh Guelleh, condamné par la France par contumace pour avoir fomenté à Djibouti un attentat anti-français contre le Café de Paris le 27 septembre 1990. Le juge Borrell s'est-il intéressé de trop près à cette affaire? C'est en tout cas la conviction de sa veuve Elisabeth. Depuis 4 ans, elle se bat pour prouver que son mari ne s'est pas immolé, mais qu'on l'a suicidé. Ainsi, elle fait appel au professeur Lazzarini, expert auprès de la Cour de cassation de Paris, qui dans son rapport conclut: l'absence totale de produits de carbonisation dans les voies aériennes supérieures permet de rejeter la notion d'une carbonisation vitale, c'est-à-dire s'étant produite du vivant du sujet. Mais d'autres questions restent sans réponse. Ainsi, le corps du juge Borrell a-t-il été retrouvé en aval du jerrycan d'essence dont il se serait aspergé? Entre les deux, un à-pic de 200 mètres. Il aurait descendu couvert d'essence la nuit avec une seule chaussure pour se mettre le feu en bas. Alors, je ne comprends pas comment on peut vouloir se suicider en allant au bord d'un ravin et en voulant descendre une fois qu'on s'est mis l'essence dessus. Le président Guelleh n'a pas officiellement réagi aux accusations de son ex-lieutenant. La France se donnera-t-elle les moyens de savoir comment et pourquoi le juge Borrell est mort? Déjà en 1999, dans leur rapport, les enquêteurs français évoquaient la possibilité d'un vaste complot politico-judiciaire. Sport au rallye Dakar-Le Caire, 13e étape en Libye. 4 équipages ont été victimes d'accidents, 8 concurrents ont été blessés, dont 2 grièvement dans le désert libyen. Commentaire Christelle Bertrand. Les pilotes sont sonnés, le choc a été très violent. Cette dune de 15 mètres de haut a piégé les voitures lancées à 150 km/h. 4 pilotes et 4 copilotes sont touchés. Manuel Luz ne sent plus ses jambes, son pilote Carlos Souza est aussi grièvement atteint. Les équipages Shinozuka, Prieto et Demevius sont plus légèrement blessés. Les 4 véhicules se trouvaient hors piste, ils se sont plantés en contrebas de la dune, une dune qui ne figure pas sur les livres de route. C'est simple, il suffit de regarder autour de nous, il y a 4 voitures détruites, c'était pas dur de mettre ça sur le roadbook. Même si c'est du hors piste, on le sait. Ce soir, les 8 blessés ont tous été évacués vers l'hôpital de Tunis. En tennis, dans ce sport comme dans d'autres, il y a parfois des jours où il vaudrait mieux rester couché. C'est du moins ce que disait Amélie Mauresmo, ici en bas de votre écran, à l'issue de sa très nette défaite, 6-4, 6-4, face à la Suissesse Patty Schneider, qu'elle avait pourtant battue l'année dernière. En revanche, ça va bien pour Pierce, Escudé et Grosjean aux internationaux d'Australie.
La publication aux éditions Gallimard de cet album, qui est intitulé La débauche. Les dessins sont de Jacques Tardy, le scénario de Daniel Pénac. Certes, c'est une bande dessinée, mais c'est surtout une dénonciation des mœurs impitoyables de l'entreprise et de la détresse des licenciés. La débauche est une histoire criminelle très joliment dessinée. Présentation, Marie-Hélène Bonneau et Pascal Peuillot. Autopsie d'une bande dessinée dans le laboratoire des vétérinaires de la ménagerie du Jardin des Plantes. Tardy et Pénac reviennent sur les lieux de leur forfait. C'est ici qu'ils ont situé l'action de leur œuvre commune, la débauche. Deux complices, avec pour point commun leur amour de Paris. Choisir les lieux, c'est le travail de Tardy. Comme un metteur en scène, il repère, photographie, puis reproduit à l'identique. J'aime beaucoup inventer des histoires à partir des décors, c'est-à-dire que les lieux, j'aime beaucoup les musées, bon, le Jardin des Plantes, la galerie de paléontologie me donnent déjà dès le départ tout un tas d'éléments dont je vais être obligé de tenir compte et pour raconter mon histoire. Sur fond d'intrigues policières, les auteurs racontent notre époque. Ils mettent en cage un SDF qui se laisse regarder comme une bête curieuse. Seule Lily, la vétérinaire du zoo, s'interroge sur l'action de cet étrange pensionnaire. Une caricature de notre société à la fois tendre, drôle et féroce, résumée dans le titre. Dans les procédures de licenciement actuelles, il y a une telle obscénité. Moi, j'ai voulu appeler ça la débauche. Et donc, l'ambiguïté est tout à fait justifiée. Croyez-moi, on débauche de façon obscène dans les entreprises. J'ai entendu dire que certains DRH faisaient des dépressions, carabinaient et démissionnaient, parce que c'est un boulot impossible, virer des gens. Mais certains y prennent un certain plaisir, et c'est plutôt cela qu'on a caricaturé. Tardy a laissé de côté le noir et blanc du Paris des années 30. Avec Pénac, il croque un monde tout en couleur sur le papier, mais plutôt sombre dans le propos. Voilà, puis un nouveau magazine dans les kiosques, c'est destiné au lectorat féminin, c'est tout en longueur, ça s'appelle Double et c'est un bimestriel. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'information concernant le président Chirac qui a signé le décret de report de la convocation des députés et sénateurs en congrès. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature est donc renvoyée. À l'Assemblée nationale, Lionel Jospin déplore la situation, rappelle que le texte avait été rédigé ensemble avec le chef de l'État. L'opposition estime que c'est très sage ce report du congrès. Dans quelques secondes, la météo avec Isabelle Martinet. À 22h35, ça se discute, le magazine de Jean-Luc Delarue. Et il a pour thème « Les sourds vivent-ils dans un monde à part ?» À 0h50, vous retrouverez Florence Duprat pour le journal de la nuit. Demain à 7h50, dans les 4 vérités, Gérard Morin recevra Jean-Louis Debré, le président du groupe RPR à l'Assemblée nationale. Et puis ici même à 13h, Rachid Arabe. À demain 20h. Bonsoir. Merci.